Alors, toujours TD intégration, mais cette fois-ci, exercice 11. On nous donne une fonction petit f qui est de classe Cn sur le segment AB et la valeur dans R. L'énoncé nous demande de faire un lien entre trois réels. Un que j'ai appelé IN, qui est l'intégrale entre A et B de f g dérivé n fois, JN, qui est l'intégrale entre A et B de f dérivé n fois g, et enfin Cn, qui est les variations entre A et B d'une quantité exprimée à l'aide d'une somme. Vous voyez que le lien notamment entre IN et JN est celui de l'intégrale de f fois g dérivé n fois et f dérivé n fois g. On pense à une généralisation de l'intégration par partie. En effet, l'égalité voulue s'appelle l'inégalité d'IPP généralisée. Au lieu de faire une intégration par partie, on en fait n d'affilée. D'ailleurs, le résultat demandé, c'est IN égale CN plus moins 1 exposant n fois JN sera valable pour n égale 1 et constituera l'égalité d'intégration par partie usuelle. C'est pour ça qu'on peut penser à une récurrence. Elle est possible. Je vous laisse la rédiger. Mais ici, on va utiliser une autre idée, sans doute un peu plus rapide. Il s'agit d'exprimer Cn comme une intégrale, à savoir dire que Cn, c'est ici les variations entre A et B d'une quantité que je vais appeler Hn de x. Hn de x étant toute cette quantité. Pourquoi faire cela? Puisque c'est pour pouvoir écrire Cn comme une intégrale, à savoir l'intégrale entre A et B de Hn' de x dx. On a maintenant à comparer trois intégrales, ce qui nous paraît plus facile que deux intégrales et ce réel. Pour cela, il faut dériver Hn, c'est-à-dire dériver cette expression, ce que nous allons faire tout de suite. Alors, nous venons de définir une fonction Hn en donnant Hn de x comme une expression dépendant de x sous forme de somme. Nous voulons dériver Hn. Pour ça, il faut d'abord s'assurer qu'elle soit dérivable. Regardez ici, l'indice de dérivation maximale porté par f, c'est quand k égale n-1, donc n-1, mais f est une fonction de classe Cn, donc f dérivé n-1 fois est encore dérivable. De même, l'indice de dérivation maximale porté par g est obtenu pour k égale 0, c'est lui aussi n-1, et donc g dérivé n-1 est encore dérivable. Conclusion, toutes les fonctions apparaissant dans cette somme sont dérivables. On va dériver la somme, c'est la somme des dérivés de ces produits. Il va falloir donc dériver le produit avec la formule habituelle. Je vais regrouper dans une somme tous les termes où je dérive f et dans une somme tous les termes où je dérive g. J'obtiens donc Hn' de x égale somme pour k égale 0 jusqu'à n-1, d-1 exposant k, f dérivé k plus une fois en x, g dérivé n-1 k fois en x, j'ai dérivé la partie f sans dériver la partie concernant g, plus la somme pour k égale 0 jusqu'à n-1, d-1 exposant k fois f dérivé k fois pris en x, g dérivé n-1 moins k fois et encore dérivé une fois, autrement dit n dérivé n moins k pris en x. Alors vous voyez que les termes, les indices de dérivation portés par f et g ici ont une somme qui vaut n, et de même ici. On va donc faire un changement de variable dans cette somme en remplaçant ce qui s'appelle k plus 1 par k. Alors, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n de moins 1 exposant. Alors là, je devrais écrire k moins 1, mais je préfère écrire moins devant et k ici. Ici, il y a donc f k dérivé k fois pris en x, g dérivé n moins k fois pris en x, plus la somme pour k égale 0 jusqu'à n-1. Je conserve intacte cette expression
f dérivé k fois en x, g dérivé n-k fois en x, qui sont les mêmes termes que dans la première somme. Première somme qui est précédée du signe moins, alors que la deuxième somme est précédée du signe plus. Vous voyez donc que tous les termes vont s'annuler par télescopage. Il ne va nous rester dans la première somme que le terme correspondant à k égale n, à savoir moins 1 exposant n, f dérivé n fois pris en x, g dérivé n moins n fois, c'est-à-dire 0 fois, autrement dit, g de x, plus le terme ici pour k égale 0, à savoir f de x, ou f dérivé 0 fois de x, et g dérivé n fois pris en x. Alors voilà pour h n' de x. Je vous rappelle qu'avec nos notations prises précédemment, Cn de x est l'intégrale entre a et b de h' n de x dx. On obtient donc, après intégration, moins 1 exposant n, intégrale entre a et b de f dérivé n fois pris en x g de x dx, plus intégrale entre a et b de f de x g dérivé n fois en x dx. C'est-à-dire que Cn de x égale, alors, moins 1 exposant n, cette quantité que j'avais appelée Jn, plus cette quantité que j'avais appelée In, ce qui nous donne donc In égale Cn plus moins 1 exposant n fois Jn, ce qui termine l'utilisation du stylo vert pour encadrer le résultat voulu. Alors, voilà pour cette formule d'intégration par partie généralisée. Nous allons maintenant l'appliquer à l'exemple qui est proposé, c'est-à-dire le calcul de l'intégrale entre 0 et pi de x cube sinus x dx. A tout de suite. Alors, nous venons de voir la formule d'intégration par partie généralisée. Pour n égale 3, voilà ce qu'elle donne. Intégrale entre a et b de f de x, j'ai dérivé 3 fois de x dx. Alors, c'est les variations entre a et b de f, j'ai dérivé 2 fois, moins f dérivé une fois, g dérivé une fois. Vous voyez qu'ici, on descend l'indice de dérivation de f quand on monte celui de g. Le moins 1 exposant k dans le crochet. Ici, si j'ai écrit moins, j'écris plus. Là, pareil, je monte l'indice de dérivation de f et je descends celui de g. Une fois arrivé à g, je n'ai plus rien à descendre, je ferme le crochet. Moins plus, encore un moins ici, intégrale de a à b, et cette fois f dérivé 3 fois en x, g dérivé de x dx, puisqu'on était parti de la dérivée de f 0 fois, avec la dérivée de g 3 fois. Ici, on a la dérivée de f 3 fois, et la dérivée de g 0 fois. Donc, pour calculer notre intégrale, i égale intégrale de 0 à pi de x cube sinus x dx, on va prendre f de x égale x cube, et donc g dérivé 3 fois en x égale sinus x. On dérive successivement f pour avoir f dérivé une fois, ou f' de x, 3x carré, f dérivé 2 fois en x, 6x, f dérivé 3 fois en x, 6. En revanche, il faut primitiver successivement les expressions ici. On obtient g dérivé 2 fois en x égale moins cosinus x, g dérivé une fois en x égale moins sinus x, et g en x égale cosinus x. Alors, pour utiliser la formule, je vous conseille de remarquer que les termes en diagonale ici, reliés en diagonale, sont dans le crochet, alors que les deux termes présents horizontalement en première et en dernière ligne sont présents. Alors, dans l'intégrale de départ pour ces termes et dans l'intégrale finale pour ces deux termes. Alors, allons-y, appliquons. On ouvre notre crochet et on met dedans les termes diagonaux, à savoir x cube moins cosinus x. Ici, je mets mon moins
3x carré avec moins sinus x j'ai écrit le moins, j'écris le plus, 6x avec le cosinus x. Ces variations ont lieu entre 0 et pi. Plus, moins, plus, j'en suis à moins. Intégrale entre 0 et pi de 6 cosinus x, 6 cosinus x dx. Alors voilà l'expression, on la reprend ici. Moins 3x cube cosinus x plus 3x carré sinus x plus 6x cosinus x, les variations de cette expression entre 0 et pi, alors moins une intégrale qui en fait va être nulle. L'intégrale entre 0 et pi de cosinus est nulle. On peut voir ça en voyant les variations de sa primitive sinus entre 0 et pi qui est nulle. Notre intégrale est donc égale à cette quantité. Vous voyez qu'en 0, tous les termes s'annulent à cause de la présence de x. Il ne reste donc que les termes en pi. Cosinus de pi, c'est moins 1. Donc ici, il y a pi cube. Sinus en pi s'annule. Cosinus de pi vaut moins 1. Donc il vient ici moins 6 pi. Ce qui achève cet exemple avec i égale pi cube moins 6 pi. Voilà un exemple d'intégration, de 3 intégrations par partie successives faites en une seule fois grâce à la formule d'IPP généralisée.